Madame, monsieur, bonjour. Merci de votre fidélité. 13h, voici les titres de ce journal, le sommaire. Le nouveau programme d'accès à la propriété au logement dévoilé. 300 000 logements sociaux seront construits à Daga-Kholpa et Yen. Le ministre de l'Urbanisme a tenu une réunion hier avec les populations. Le long métrage Dahomey de Mati Diop est sorti en salle le 17 mai. Cette production qui a remporté l'Ours d'Or à Berlin raconte la restitution des objets d'art africains pieds durant la colonisation. Mati Diop était notre invité hier dans le journal du 20h. Préparatifs de la campagne agricole, l'État et les agriculteurs se préparent pour le bon déroulement des opérations. Dans la région, les producteurs qui sont prêts saluent les nouvelles mesures sur la supervision et le suivi des opérations de distribution des semences et intrants. Formulation d'un nouveau programme d'accès à la propriété au logement. Le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires était sur le site du pôle urbain de Daga-Kholpa et Yen. Il a pu échanger avec les populations et les différents acteurs sur ce projet. L'option est de construire 300 000 logements destinés à la population. Le compte-rendu est signé à Salusek. Une écoute attentive pour mieux prendre en compte les différents aspects du nouveau projet et les préoccupations des populations. Avec le secrétaire d'État chargé de l'urbanisme, Mohamed Talandaou, le ministre Moussa Balla Fofana a échangé avec les acteurs. À Daga-Kholpa, une présentation des différentes occupations est faite par les services techniques. Aujourd'hui, le ministère, par rapport au plan d'urbanisme, au plan de restructuration et de réorganisation du site, était venu aujourd'hui avec nos services techniques pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre assez rapidement pour pouvoir permettre à ce projet très important de pouvoir avoir les impacts que nous voulons sur nos populations. Car comme vous le savez, la question du logement, la question du développement urbain a un impact très important sur le niveau de vie des Sénégalais. L'option donc du gouvernement est de mettre en place un projet viable et inclusif. Les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais où les choses s'inventent. Et cette invention se fait avec les autorités locales, avec les populations. Et ensemble, nous pouvons sortir de terre des projets novateurs qui vont avoir un impact sur nos activités agricoles, sur le tourisme, sur l'habitat et sur l'ensemble des éléments. Donc voilà un peu vraiment le sens de cette visite qui est une rencontre avec les populations pour qu'ensemble nous puissions repenser le cadre urbain et les projets de territoire que nous portons ensemble. C'est donc une nouvelle démarche qui est prônée par les nouvelles autorités. Objectif, permettre aux populations d'avoir accès à la propriété, un projet différent de celui des 100 000 logements. Quand on dit 100 000 logements, ça reste très vague comme appellation. Mais nous, là où on va aller, c'est vraiment un programme d'accès à la propriété, où l'ensemble des acteurs vont se réunir autour d'une seule plateforme, où on va donner l'information et toutes les mesures qui vont permettre aux Sénégalais de pouvoir être propriétaires dans les conditions les plus transparentes, mais dans les conditions les plus avantageuses. Que ce soit sur l'identification des fonciers, les types de promoteurs qui vont être habilités à travailler sur ce programme-là, quels sont les avantages qu'offre l'État, au final le logement il va coûter combien. On va même aller jusqu'à définir les caractéristiques techniques pour que les Sénégalais qui achètent puissent savoir dès le début c'est quoi le produit qu'on va me livrer. Et ça c'est très important en termes de confiance. On va aussi travailler avec l'ensemble des banques qui aujourd'hui veulent accompagner ce programme-là et on va leur demander aussi de faire un effort du point de vue de l'offre de financement en termes d'amortissement, en termes de mise de fonds, en termes de taux d'intérêt. Toutes ces choses-là vont être adressées, discutées. Ça va être véritablement une machine bien huilée pour que nous puissions lancer cette machine d'accès à la propriété. Sur les différents sites visités, les populations locales ont salué cette démarche du ministre Moussa Balla Fofana. À terme, le nouveau projet devrait résorber le gap estimé à plus de 300 000 logements. Direction Indonésie, deuxième jour du Forum mondial de l'eau à Bali. Il a été beaucoup question de financement des projets et de la gestion de la ressource dans la paix. Le Sénégal prend l'assouplissement des modalités dans l'allocation des fonds. Envoyé spéciaux Aliou Ndiaye et Lamine Touré. L'hydrodiplomatie, thématique centrale de ce panel tenu au pavillon Sénégal, l'OMVS et l'OMVG, deux acteurs principaux de cette orientation bilatérale, ont réagi sur cette forme de coopération. La concertation permanente des pays qui partagent un cours d'eau est nécessaire dans la gestion durable
de la ressource. Le défi majeur aujourd'hui, c'est de faire des réalisations, des ouvrages, effectivement, pour le compte des populations membres. Aujourd'hui, nous avons la ligne d'interconnexion électrique de l'OMVG de 1677 km avec 15 postes de transformation, 2 postes de dispatching et également 36 paires de fibres optiques, donc 4 que nous utilisons et 32 qui seront également commercialisés. Des acquis qui donnent de la légitimité pour ces organismes de bassin transfrontaliers. Le ministre de tutelle s'est réjoui de ces avancées qui honorent une communauté à la fois culturelle et économique. Le Sénégal y est fortement engagé. L'expérience qui a été présentée au reste du monde, c'est de dire qu'il est possible, plutôt que d'utiliser ou de faire de cette ressource un outil de compétition qui créerait des conflits, de nous réunir autour de ça et de faire de la ressource eau un instrument. On a vu que ça crée de l'énergie et de l'électricité avec Manantali et autres, mais également pour accéder à la population avec tout ce qu'on fait pour l'utiliser dans les différents pays, mais plus, je pense, dans les années à venir, un outil de développement économique et social. Et aujourd'hui, ça va au-delà même de sa dimension économique. C'est aussi toute la diplomatie, la paix et la sécurité que ça permet d'atteindre. Le Sénégal est donc sur tous les fronts. Dans ce forum de Bali, il est cité un exemple. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ainsi participé à plusieurs panels ministériels. Les questions de financement, de l'assainissement, de paix ont fait l'objet de débats. Chaque pays a défendu ses choix politiques sur le financement des projets liés à l'eau. Le Sénégal opte pour un mécanisme léger de mobilisation financière. Le financement de cet accès pose problème à de nombreux pays. Et je leur ai dit, il faut qu'on puisse envisager qu'à l'international, lorsque des fonds doivent être destinés à financer l'eau et l'assainissement, soit passe par des mécanismes concessionnels et à long terme, pour que cela ne soit pas lourd pour les États, pour que chacun puisse accéder à... Et ça montrerait effectivement que au-delà des discours, on est vraiment dans le temps d'une action résolue. Du côté diplomatique, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a reçu son homologue du Maroc. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat dans le secteur. Beaucoup de sujets ont été abordés, le sujet du dessalement de l'eau, le sujet de la réutilisation des eaux usées et un sujet particulier qui est le transfert de l'eau. Comme vous le savez, le projet royal de transfert de l'eau a été réalisé en un délai de record de 10 mois. Nos amis sénégalais veulent réaliser un projet très important qui va toucher des villes importantes, des villes qui ont un caractère spirituel au Sénégal. Et le Maroc, évidemment, est prêt à partager cette expérience et à les accompagner dans la réalisation de ce projet qui aura un impact très important sur les populations. La délégation de l'Union européenne, les ministres de l'eau de la Finlande sont aussi reçus. Un balai diplomatique qui traduit l'engagement du Sénégal à bâtir de larges consensus sur les questions de développement durable dans le monde. Culture, sortie le 17 mai au Sénégal de Dahomey, de la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop. Ce long métrage évoque la question de la restitution d'objets d'art pillés pendant l'époque coloniale. En Afrique donc, cette production a remporté l'Ours d'Or au dernier festival du film de Berlin, au Kalsoum Sall. Pour l'avant-première de Dahomey au Sénégal, la salle du Sea Plaza a fait le plein. Un documentaire qui immortalise un fait historique. J'envisageais déjà d'écrire une fiction sur la question de la restitution. Et lorsque j'ai appris dans la presse que 26 trésors du Dahomey s'apprêtaient à être rapatriés, il me semblait fondamental que le cinéma s'empare et documente un fait aussi incontestablement historique. Au-delà du rapatriement des 26 trésors royaux de l'actuel Bénin, ce long métrage pose le débat sur les enjeux post-coloniaux. Elle a su nous poser avec les mots actuels du cinéma un débat super important sur les conséquences que l'on vit encore de l'esclavage. Je viens de voir un très grand film ce soir. Il est très très émouvant de le voir au Sénégal et je trouve que c'est politiquement très important et très fort. Et je trouve que Mati Diop a réussi à traduire avec toute sa poésie cinématographique une question éminemment complexe. Dahomey a remporté l'Ours d'Or à la 74e Berlinale, festival du film de Berlin. Une belle récompense pour le cinéma sénégalais. La production a bénéficié de l'appui du FOPICA.
Dahomey est un signe d'engagement, de prise de conscience et d'une direction d'action pour la souveraineté et la liberté. C'est aussi le sens du projet que porte le chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye et monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, pour que soit retrouvée la dignité qui préside au grand dessein. Félicitations encore, Mati. Et puis, Mati Diop était notre invité hier dans le journal télévisé du 20h. Il revient donc sur cette consécration, mais également le contenu de ce film Dahomey. Normalement, le film devait sortir d'abord au Bénin, à Cotonou, puisque c'est là-bas que je l'ai tourné. Et les ancêtres, les esprits ont fait en sorte que la première soit dakaroise. Et j'en suis, à vrai dire, absolument ravie. C'était vraiment une avant-première très, très forte en émotion. J'étais extrêmement heureuse de retrouver le public sénégalais, de sentir autant d'intérêt, de curiosité, de bienveillance envers un sujet qui nous concerne très, très fortement. Et c'était, voilà, et je suis aussi très heureuse de revenir sur ce plateau 5 ans après Atlantique. Vous parlez des ancêtres, ce sont les ancêtres lébous ou bien ce sont ces Africains noirs qui ont subi des exactions lors de la période coloniale qui vous ont inspiré à produire ce film? En réalité, lorsque j'ai entendu à travers la presse que 26 trésors royaux du Dahomey étaient sur le point d'être rapatriés vers le Bénin par la France, il m'a semblé vraiment fondamental que le cinéma, qu'un cinéaste afrodescendant ou africain s'empare absolument de ce sujet et se rapproprie cette histoire-là en documentant, en filmant cette restitution, ce rapatriement, parce qu'il est extrêmement important pour nous, cinéastes africains ou afrodescendants, je pense, de prendre en charge nos archives, de documenter notre histoire pour en devenir l'acteur, le narrateur, et ne pas laisser les médias occidentaux raconter nos histoires, je vais dire, n'importe comment. Et donc, il y avait vraiment ce souci de l'archive, de la documentation de notre histoire. Et pour moi, ces œuvres qui ont été rapatriées, qui ont fait retour au Bénin, c'est à la fois, c'est au-delà du fait qu'elles ont été conçues dans l'ancien royaume du Dahomey, représentent, symbolisent, au-delà d'œuvres matérielles, l'âme africaine. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce film? Au-delà de l'histoire que vous racontez, qu'est-ce que ça émet comme message, comme pulsion, comme émotion? L'important pour moi, c'était de parler de la restitution, de cette restitution en particulier, depuis une perspective africaine. Finalement, on n'avait pas entendu encore parler de la restitution du point de vue... Finalement, les deux points de vue qui n'avaient pas encore été entendus sur la question sont presque les plus fondamentaux, c'est-à-dire le point de vue des œuvres elles-mêmes, qui parlent dans le film, qui racontent leur histoire, leur épopée, leur retour, dans leur propre langue, c'est-à-dire en Fongbe. Et le point de vue de la jeunesse aussi sur cette question du retour du patrimoine culturel spolié, auquel elle n'a pas accès, puisqu'elle est à la fois privée de se déplacer dans le monde, et aussi puisque 90% du patrimoine culturel se trouve à l'extérieur, dans les musées européens. Et bien qu'il y ait eu beaucoup d'ouvrages absolument éclairants et fondamentaux sur la question, notamment le rapport écrit par Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, qui est extrêmement important et qui a contribué beaucoup à ouvrir le champ à la fois des imaginaires et qui est aussi un outil politique de taille. Il me semble que c'était très important que le cinéma, lui aussi, s'empare de cette question et permette, en l'occurrence, c'est vraiment le parti pris du film, aux œuvres elles-mêmes de parler, et surtout à la jeunesse béninoise de s'approprier cette question qui lui appartient en réalité absolument. Et pourtant, on n'avait jamais entendu parler de la jeunesse africaine, en tout cas la jeunesse béninoise de ce pays qui a retrouvé ses œuvres, en débattre entre eux, en discuter, quitte à mesurer le gouffre qui sépare cette jeunesse de son histoire africaine qui ne lui a pas forcément été transmise. Ni enseignée dans les écoles. Ni enseignée dans les écoles. Et finalement, on se rend compte qu'en s'attaquant au sujet de la restitution, on touche tout un tas d'autres sujets, et notamment la question de la transmission de l'histoire africaine aux jeunes Africains et de l'héritage colonial aussi du système éducatif.
Mati Diop, réalisatrice donc de Dahomey. Culture toujours, les rideaux sont tombés sur la 24e édition du festival de Khouribga au Maroc. Devant une panoplie de cinéastes, réalisateurs et acteurs, des trophées ont été décernés aux heureux gagnants parmi les lauréats en sénégalais dans la catégorie meilleur acteur masculin dans le film Mouton, le mouton de Sada, en spécial au Maroc. Neko Magnaï. Après une semaine de compétition, c'est la consécration. Les jurys ont mis fin au suspense. Le prix Amina Rachid du meilleur rôle féminin est attribué à l'actrice principale du long métrage When the River is Broke, Stéphanie Toul du Cameroun. Le grand prix de la catégorie long métrage a été attribué au Rwanda avec le film The Bride, celui du court métrage au Mali pour le film Wolowunla. Le prix du meilleur rôle masculin a été décerné au Sénégal à l'acteur principal du film Le Mouton de Sada. Les Amado Diop, félicitations. Et le prix de la meilleure actrice au Cameroun. Le trophée du meilleur scénario ainsi que des mentions spéciales ont aussi été attribués. Le Maroc, le Sénégal, le Rwanda, le Mali, la Tunisie, entre autres, ont été primés. Une fierté immense pour les heureux gagnants. Un grand festival comme Khouribga, gagner un grand prix, c'est un honneur, c'est un plaisir. Vraiment que j'encourage à tous les compatriotes rwandais et africains de travailler beaucoup avec courage, motivation, car il y a de bonnes choses. I'm very happy for the prize. Je suis très heureux d'avoir reçu ce prix. Cela prouve que le jury a apprécié ma production. C'est une belle surprise pour moi car c'est un film court. Un small film. Je pense surtout à mon acteur à qui revient ce prix, qui a joué le rôle de Sada dans mon film, Le Mouton de Sada, qui s'appelle Amadou Diop, qui a vraiment mérité ce prix, malgré qu'il est jeune, mais il a beaucoup donné pour le film. Ce n'est pas seulement le fait que l'acteur ait eu le prix, mais c'est un jeune garçon qu'on a eu du mal à diriger et qui a été bon du début du film jusqu'à la fin. Donc que ce prix revienne au Mouton de Sada, ça ne m'a pas étonné. Je suis émue parce que je ne m'attendais pas. Tous les films qu'on a vus, il y avait de très belles performances et je me sens honorée d'avoir été choisie parmi toutes ces belles performances, d'être la meilleure actrice. Le choix n'a pas été facile, tant les productions ont rivalisé de qualité et de créativité. L'Afrique étant un continent très riche en culture et qui regorge de talent. L'ambiance était au rendez-vous, des sonorités et des prestations scéniques dignes de la culture africaine. Une bonne humeur et une joie de vivre contagieuse. Le Maroc a une fois de plus réussi le pari de l'organisation. Des moyens conséquents ont été déployés pour accueillir le festival et parer à toute éventualité. Notre objectif essentiel, c'est pour collaborer avec la Fédération panafricaine du cinéma et de l'audiovisuel pour soutenir les festivals africains. Un vibrant hommage a été rendu à deux icônes du cinéma africain, l'actrice ivoirienne Nakissi Savané et l'acteur marocain Mohamed El Halfi. Ma carrière a commencé ici. Je n'avais que 16 ans, j'ai eu un prix d'interprétation. Donc comme quoi, Khouribga s'est déniché, voilà, s'est fait confiance aux comédiennes. Et aujourd'hui, je me retrouve ici 20 ans plus tard. Vous savez, j'ai eu des prix partout à travers le monde. Mais quand l'Afrique m'honore, je suis doublement contente. Les retours que j'ai eus par rapport aux festivaliers, ils ont aimé l'accueil, ils ont aimé la culture culinaire, ils ont aimé tout ce qu'ils ont trouvé pour acheter et amener comme cadeau chez eux, mais aussi ils ont aimé l'hospitalité. Et surtout, ils ont vécu le cinéma. Pendant une semaine, des projections de films, des spectacles de danse et de chant, des débats, mais aussi des rencontres de minuit ont été organisées. Cette édition fut riche en innovation, surtout chez les réalisateurs, les acteurs. Rendez-vous l'année prochaine pour la 25e édition du Festival international de Khouribga.
Retour chez nous pour aller dans un instant dans les régions. Le journal des régions avec l'État et les opérateurs de semences et d'engrais qui arrondissent les angles. Les deux parties s'engagent à travailler pour une bonne campagne agricole. La question de la dette des opérateurs était au centre des préoccupations de la rencontre d'hier. Retour sur la rencontre avec Pernambour. Cette rencontre avec les opérateurs de semences et d'engrais entre dans le cadre des instructions données par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour réussir une bonne campagne agricole 2024. Mais aussi renouveler le partenariat entre les OPS et la tutelle. Sous les instructions de son Excellence le Président de la République et du Premier ministre, pour discuter des modalités de la distribution des semences et aussi discuter comment on peut accélérer la distribution des semences. On a aussi discuté très franchement comment nous devons opérer cette année en s'assurant que les semences et les engrais aillent aux ayants droit. Quant au paiement de la dette due aux OPS, le délai a été respecté et c'est au grand bonheur des opérateurs. Nous sommes vraiment contents de voir que les instructions du Premier ministre sont en train d'être respectées à la lettre, car 37 milliards sont déjà décaissés pour les opérateurs. Il reste maintenant 3 milliards 800 et les autorités avaient donné des instructions pour que cela puisse être versé au Trésor au plus tard le mardi. Donc nous sommes vraiment rassurés des dispositions prises par le gouvernement. Je me félicite de cette rencontre que j'ai eue vraiment. Et vraiment, j'ai entendu le ministre des propos vraiment très rassurants parce qu'il a parlé de la souveraineté alimentaire. Et que si nous sommes des coopératives et qu'ils viennent vraiment nous appuyer au niveau de nos exploitations, au niveau de nos organisations comme les coopératives, je crois que tout le monde y verra son compte. Le ministre est aussi revenu au cours de cette rencontre sur l'audit entamé pour le paiement de la dette récente aux opérateurs. C'est un audit normal, une vérification normale. Les opérateurs sont au courant de ça et on a discuté. Et l'idée, c'est de créer de la transparence et les opérateurs aussi œuvrent dans ce sens-là. Satisfaits des engagements pris par la tutelle, les OPS également se disent déterminés à respecter le contrat pour un succès total de la présente campagne agricole. Toujours dans le siège de la campagne à Tambacounda, les commissions de réception de distribution des intrants agricoles ont été mises sur pied au niveau régional, départemental et communal. Donc elles seront chargées d'assurer la supervision mais également le suivi des opérations. Tamba Tchorodien. Campagne agricole 2024-2025, la commission de réception et de distribution des intrants a été mise en place à Tambacounda avec comme président le gouverneur de la région, vice-président, le commandant de la Légion Est de la gendarmerie et le secrétaire général de la commission et le directeur régional du développement rural. Les années passées, au niveau de la commission, c'est l'autorité administrative, en l'occurrence le sous-préfet ou le préfet ou le gouverneur qui étaient les présidents de commission ou le représentant. Le premier adjoint, c'était le maire, parce qu'on prenait au niveau des collectivités locales. Mais cette année, on a précisé que l'adjoint au sous-préfet ou bien au préfet, au niveau de la commission, c'est, comment dirais-je, un membre des forces de défense et de sécurité. C'est ça le grand changement. Les membres des commissions, c'était bénévole. Vous conviendrez avec moi, si on nomme quelqu'un membre de la commission, à chaque fois qu'il a, comment dirais-je, des contraintes de temps, il ne va pas se présenter. Et leur sérieux, peut-être qu'eux, même sans cette motivation, ils pourront être présents en tout temps au niveau des points de cession des intrants. Une autre innovation de taille cette année, un appel d'offres a été lancé pour la fourniture de ces intrants agricoles. En particulier l'engrais qui concerne l'arachide, le 6-20-10, qui était l'année dernière, le sac de 50 kg était à 10 000 francs. Cette année, les producteurs vont l'acheter à 6 500 francs. Vous conviendrez avec moi que la diminution est substantielle. C'est valable également pour l'urée, parce que l'urée est utilisée pour toutes les spéculations. L'année dernière, on le vendait le sac à 12 500, cette année, c'est à 10 000 francs. Aussi bien aussi pour l'engrais triple 15, parce que l'engrais triple 15 est utilisé sur les céréales, plus principalement sur le maïs,
Cet engrais qui coûtait l'année dernière 12 500 et sera cédé cette année à 10 000 francs, substantiel qui tourne autour de 22%. Pour les semences, une quantité importante devra être réceptionnée pour permettre d'emblaver plus d'hectares de terre, ce qui va permettre ainsi de booster les rendements en oléagineux, en céréales et autres spéculations. Bon, par rapport aux semences également, nous attendons de recevoir des quantités beaucoup plus substantielles. Et ce qui est sûr, il n'y aura pas d'augmentation sur les prix comparé à l'année dernière. C'est cet engagement que le ministère a pris. Vraiment, des mesures extrêmement importantes et très pertinentes. Nous nous y attendions parce qu'effectivement, pour assurer la sécurité alimentaire, il faut relancer la production agricole au sens large du terme. La réduction de ce qu'on appelle des intrants et des matières premières dans l'agriculture entre dans le cadre d'une politique d'encouragement et bien de reconstitution des semences, mais également de relance de la production. Et ça encourage les jeunes, les femmes, les acteurs, en tout cas du monde paysan, à pouvoir s'adonner à cette activité en pleine, parce que nous sommes dans une région qui est par excellence une région agro-silvopastorale. Mais nous en sommes aux préparatifs. Parce que comme vous le savez, il y avait des arriérés de paiement sur la fourniture des intrants et le gouvernement est en train de s'activer pour que ces arriérés-là soient payés le plus rapidement possible. Il y a un début de paiement, mais la totalité n'est pas payée parce que ce qui est déjà payé, c'est pour la campagne 2021-2022 et 2022-2023. C'est ce qui est payé, mais pour la campagne 2023-2024, les opérateurs attendent toujours. L'année dernière, les producteurs de maïs du Sénégal oriental avaient jeté leur dévolu sur les semences hybrides pour faire passer leur production du simple au double et même au-delà. Les producteurs de Matam saluent les nouvelles mesures prises par le gouvernement, notamment la gratuité du phosphate, mais également la subvention des intrants, entre autres. La double culture dans la région, la double culture se pratique, mais également avec la campagne agricole pluviale se prépare également. Ibrahima Pabidje, RTS5 Matam. À Matam, la mise en place des intrants n'a certes pas encore démarré, mais les autorités ont déjà anticipé. Les commissions sont déjà sur place avec des arrêtés des préfets et des gouverneurs. Maintenant, on attend les plannings de mise en place des fournisseurs pour que les opérations de mise en place puissent démarrer. Je pense qu'avant le démarrage de l'hivernage, les intrants seront sur place, Inch'Allah. Pour cette campagne, des mesures sont prises au grand bonheur des paysans. D'abord, le budget qui est revu en hausse, qui est passé de 100 à 120 milliards. L'autre aspect, c'est la baisse des prix des intrants. Si je prends l'exemple du DAP, l'année passée, le prix était fixé à 15 000, mais cette année, c'est 12 500. Et l'urée, c'était 12 500, mais cette année, c'est 10 000. L'autre aspect, c'est aussi l'augmentation des quantités. La gratuité des phosphates fait suite aux mesures déjà prises au moment du conseil interministériel pour le phosphatage des sols. Au casier de Sinthioumogo, les producteurs apprécient ces mesures. Ici, la plupart des paysans pratiquent la culture irriguée et pluviale. Ces subventions et gratuités ne feront qu'augmenter les rendements. C'est une bonne chose. D'autant plus que si on veut émerger l'agriculture, il faut qu'on subventionne l'agriculture. Quand on subventionne l'agriculture, parce qu'il y a beaucoup de problèmes, si on augmente l'enveloppe pour l'agriculture, ça va soulager, par exemple, les paysans, les phosphates. Le sol, il faut les restaurer. Parce que vous savez, quand on exploite une fois, deux fois, le sol épuise ses réserves. Quand le sol épuise ses réserves et on met encore une autre culture, il faut amender. Pour amender maintenant, il faut du phosphore. Ce que nous entendons venant des autorités nous rassure vraiment. C'est ce que nous avons longtemps demandé. Considérée comme une région à grande potentialité agricole, Matam se singularise par la double culture. La volonté affichée par les nouvelles autorités devrait contribuer largement à atteindre les objectifs en matière
de souveraineté alimentaire. Autre lieu de direction, Vélingara, c'est l'un des 3 départements de la région de Kolda. Vélingara est un nom qui vient du terme polar signé Si Vélingara, qui veut dire en français « S'il fait bon vivre, viens ». C'est qu'un dit long sur la notion d'hospitalité dans cette ville. C'est une carte postale signée Tidiane Cissé. Vélingara, une ville carrefour. Située à cheval entre la Gambie, les Deux-Guinées et la région de Tambacounda, Vélingara est l'un des 3 départements de la région de Kolda. Vélingara est une contrée qui date de très longtemps. Bon, c'est les années 1800. C'est créé par Ali Nyana Baldé. C'était un agriculteur qui est venu dans Vélingara. Vélingara, c'est un slogan poulard qui veut dire si Weli Ara, cela veut dire que quand c'est bien, vous pouvez venir. Vélingara. Vélingara a sa particularité. C'est un département très dense et très peuplé. Après sa création par un certain Aliou Nyana Baldé, Vélingara a très vite connu un boom démographique spectaculaire à cause de sa position géographique. Aujourd'hui, ce département compte 14 communes avec une population estimée à un peu plus de 406 000 habitants, selon le dernier recensement de l'ANSD. Il est ouvert à 3 pays. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les populations font le déplacement et l'activité économique marche très fort dans le département de Vélingara. Il y a beaucoup de filles de Vélingara qui sont mariées à Bassé. Vice-versa, il y a beaucoup de Gambiennes qui sont mariées à Vélingara. Donc moi, ma maman est une Gambienne, elle est de Gambie. Ce que ça a créé comme brassage, ce que ça a créé comme... La Sénégambie est une réalité, vraiment ici à Vélingara. Vélingara est une petite ville carrefour où les gens sont venus très rapidement. La ville a grandi, il y a des éleveurs, il y a des agriculteurs. La position géographique de Vélingara a aussi fait de cette localité une ville multiethnique et multiculturelle qui a su conserver ses coutumes et traditions malgré la mondialisation de la culture occidentale. Et la véritable teranga, c'est ici. ça fait plaisir. Nous cohabitons vraiment dans la paix. Vélingara est une contrée à 99% de religieux. Quand même, il y a des chrétiens, mais quand même, vous ne pouvez pas le sentir à Vélingara. Chacun est chez lui. Entre Balante, Diola, Peul, Mandingue et tout ça, vraiment, ça fait un véritable brassage et que les gens vivent dans une véritable symbiose. À chaque fois que tu engages une activité culturelle et que tu sens que les autres se solidarisent, tout de suite, tu te retrouves en eux, ils se retrouvent en toi. À Vélingara, l'économie repose essentiellement aujourd'hui sur l'agriculture, l'élevage et le commerce, avec ces 2 marchés incontournables dans la sous-région. Et l'un des plus grands marchés de la sous-région, que nul n'ignore au Sénégal ou dans la sous-région, c'est Diaoubé. C'est dans le département de Vélingara. Mais également, le second marché des plus grands, c'est Manda. Il manque encore une certaine connaissance de notre département, parce que rares sont les gens qui savent qu'aujourd'hui, que le dernier roi du Gabou, il est né dans notre département. Yankewali. Yankewali, le même Mama Yankewali. Ça, c'est des choses que nous avons à vendre du point de vue culturel au niveau de notre département. C'est dans le département de Vélingara également que se tient aujourd'hui l'un des événements religieux les plus importants du Sénégal, le Dakar de Médina Gounass, qui vient de célébrer sa 83e édition. Voilà, donc c'était la carte postale de Vélingara, l'un des 3 départements de la région de Kolda, avec Medina Yoro Fula. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination. Mais dans un instant, je vous retrouve